Renié par mes parents au dîner de répétition du mariage de mon frère, j'ai été blâmé pour avoir ruiné sa vie suite à un accident à mes 17 ans. Ma mère a crié que j'étais morte pour eux. Silencieuse un instant, j'ai posé une question qui a fait basculer tous les regards vers elle. Je m'appelle Élise Dubois. J'ai 32 ans et je suis avocate d'affaires à Lyon. Il y a 3 semaines, ma mère s'est tenue au dîner de répétition du mariage de mon frère, un microphone à la main, prête à annoncer à 50 invités que je ne faisais plus partie de notre famille. Mon crime ? Refuser de payer 50 000 € pour un mariage auquel je ne participais même pas. Mais ce n'est pas là la vraie histoire. La vraie histoire a commencé 15 ans plus tôt, par une nuit d'octobre pluvieuse, quand j'avais 17 ans. Et tout a changé. Un accident de voiture, mon frère à l'hôpital, et une culpabilité si écrasante que je l'ai portée chaque jour depuis, jusqu'à ce que je découvre la vérité qu'il me cachait depuis tout ce temps. J'ai passé la moitié de ma vie à croire que j'avais détruit l'avenir de mon frère. J'en ai payé le prix de toutes les manières possibles, émotionnellement, financièrement, et dans la honte silencieuse qui vous suit à chaque réunion de famille. Ma mère s'est assurée que je n'oublie jamais. Le silence de mon père l'a confirmé. Et les blessures de mon frère étaient la preuve sur laquelle je ne pouvais pas argumenter. Mais 3 semaines avant son mariage, quand ma mère a exigé ces 50 000 € comme le minimum que je pouvais faire, quelque chose en moi a enfin cédé. Pas de la manière à laquelle vous pourriez penser, pas avec colère ou rébellion. Ça s'est ouvert, et dans cette ouverture, j'ai commencé à poser les questions que j'aurais dû poser il y a 15 ans. Ce que j'ai découvert a tout changé. Alors laissez-moi vous ramener au début de tout ça. Pas à l'accident, mais aux 3 semaines précédant le mariage, quand ma mère a appelé et a fait une demande qui m'a finalement forcé à arrêter de fuir le passé et à y faire face de front. L'appel est arrivé un mardi soir, alors que j'étais en train de réviser des contrats dans mon appartement. Le nom de maman s'est affiché sur mon téléphone et j'ai hésité avant de répondre. Nos conversations suivaient toujours le même script, des banalités en surface masquant des ressentiments plus profonds. Élise, sa voix était nette, professionnelle. Nous devons discuter du mariage de Jean. Bien sûr, dis-je en posant mon stylo. J'ai hâte d'y être. Quand avez-vous besoin de moi? Le mariage va coûter cher, m'a-t-elle coupé. Ton père et moi faisons tout ce que nous pouvons, mais Jean mérite quelque chose de spécial après tout ce qu'il a traversé. Et voilà, le poids familier s'est posé sur mes épaules. Maman, j'ai déjà envoyé un cadeau généreux et je paie mon propre voyage. 50 000 €? J'ai cligné des yeux. Quoi? Nous avons besoin que tu contribues à hauteur de 50 000 € aux dépenses du mariage. Son ton était factuel, comme si elle m'avait demandé d'acheter du lait. C'est le moins que tu puisses faire, Élise. Tu lui as pris tellement. Sa bourse, sa santé, sa confiance, 2 ans de kinésithérapie à cause de ton imprudence. Ma gorge s'est serrée. Maman, j'aide la famille financièrement depuis des années. L'acompte pour le refinancement de votre prêt immobilier, la chirurgie de papa. Je n'ai jamais. C'était ton obligation, pas de la générosité. Ces mots étaient glacials. Ceci est différent. Il s'agit de Jean. Il s'agit de réparer les choses. Je n'ai pas cet argent qui traîne, ai-je dit, ce qui n'était pas entièrement vrai. Mais le montant était ahurissant. Tu es avocate à Lyon. Ne prétends pas que tu ne peux pas te le permettre. Elle a marqué une pause. 50 000 €, Élise, ou ne viens pas au mariage. La ligne est morte. Je suis restée là, téléphone à la main, me sentant de nouveau avoir 17 ans, petite, coupable et complètement impuissante. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les mots de ma mère résonnaient dans l'obscurité, me ramenant à la nuit qui avait défini toute ma vie d'adulte. J'avais 17 ans, une lycéenne en terminale avec une moyenne parfaite et des lettres d'acceptation à l'université qui s'empilaient. Jean avait 12 ans, plein d'énergie et d'enthousiasme, vivant pour son équipe de football de voyage. Ce soir d'octobre, je l'avais récupéré à l'entraînement. Maman et papa sont à un dîner, ai-je dit. Il pleut, le genre de pluie battante qui transforme les routes en miroirs. On peut prendre des burgers, a demandé Jean, rebondissant sur le siège passager, encore dans ses chaussures de football boueuses. Maman a dit de rentrer directement, ai-je répondu, mais je souriais. Peut-être la prochaine fois. La route en bas de la côte de Miller était raide, sinueuse. Je l'avais empruntée une centaine de fois.
Je roulais à la limite de vitesse, les mains à 10 et 2 heures, comme papa me l'avait appris. Puis, à mi-chemin, j'ai appuyé sur la pédale de frein. Rien. J'ai appuyé plus fort. La pédale est allée directement au plancher. La voiture continuait d'accélérer sur la pente mouillée. Élise, la voix de Jean était petite. Ça va aller. Ça va aller, ai-je dit, mais la panique montait dans ma gorge. J'ai actionné les freins. Rien. J'ai tiré le frein à main. La voiture a dérapé et j'ai complètement perdu le contrôle. Le poteau électrique est sorti de nulle part. L'impact nous a projetés en avant. Les airbags ont explosé. Jean a crié, puis le silence, à part le sifflement du radiateur et la pluie martelant le toit. Jean était conscient mais pleurait, sa jambe pliée à un angle bizarre. J'avais une coupure au front, le sang coulant dans mes yeux. La police est arrivée, l'ambulance, les lumières de l'hôpital, mes parents arrivant, le visage de ma mère blanc de terreur. Je me souviens qu'un policier a parlé de défaillance mécanique, mais j'étais en état de choc, traitant à peine les mots. Ce dont je me souviens le plus clairement, c'est ma mère dans le couloir de l'hôpital, ne me regardant pas, disant à mon père, elle roulait trop vite. Elle ne faisait pas attention. Et je l'ai cru. Ce week-end-là, j'ai conduit chez mes parents, en Normandie. Maman avait insisté pour une réunion de famille pour discuter des détails du mariage. Je suis arrivé le samedi matin avec un nœud à l'estomac et une boîte de pâtisserie en guise d'offrande de paix. Jean et sa fiancée Mélanie étaient déjà là, assis à la table de la salle à manger, entourés de magazines de mariage et d'échantillons de tissu. Jean a levé les yeux et a souri, sincère, chaleureux. « Salut, ma sœur. » Je l'ai serré dans mes bras, soulagé. « Félicitations encore, Mélanie. Tout est magnifique. » Mélanie, petite avec des yeux gentils, m'a serré la main. « Nous sommes tellement heureuses que tu sois là. » Maman est entrée de la cuisine, papa derrière elle. « Élise, bien. Tu es à l'heure. Assieds-toi. » Nous avons parlé de la salle, du menu, des fleurs. Puis maman s'est assise, posant sa tasse de café avec un bruit délibéré. « Élise, as-tu réfléchi à ce dont nous avons discuté ? » Ma poitrine s'est serrée. « Maman, pouvons-nous en parler en privé ? » Pas besoin de privacité. Son sourire était aiguisé. « Tout le monde ici sait ce que tu dois à cette famille. » Jean a bougé mal à l'aise. Mélanie a baissé les yeux sur ses mains. Papa a étudié son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers. J'y ai réfléchi, ai-je dit prudemment. Mais 50 000 €, c'est ce que tu dois à Jean, m'a interrompu maman. Après ce que tu lui as fait, après ce que tu lui as pris, sa bourse pour l'université, 2 ans de sa vie en kinésithérapie, le traumatisme. Maman, commença Jean. Non, Jean, tu es trop indulgent. Elle s'est tournée vers moi. Tu as eu 15 ans pour bâtir ta carrière, Élise. 15 ans que Jean a dû passer à se remettre de ton erreur. C'est ta chance de réparer les choses. J'ai regardé mon père, en silence, implorant son soutien. Il s'est éclairci la gorge, puis a détourné le regard. C'est là que j'ai su que j'étais seul. J'ai repris la route pour Lyon en silence, mon esprit parcourant des scénarios comme un avocat préparant un procès. Sauf que cette fois, j'étais à la fois l'avocate et la défenderesse. Dans mon appartement, cette nuit-là, j'ai ouvert mes relevés bancaires et mes comptes de retraite. 50 000 €. C'était possible. De justesse. Cela aurait vidé la plupart de mes fonds d'urgence et une partie de mes économies. Un an de budget prudent gâché. Mais il ne s'agissait pas vraiment d'argent. Si je payais, je confirmerais ce que ma mère avait toujours affirmé, que je leur devais. Que mon succès reposait sur la souffrance de Jean. Que je ne serais jamais libéré de cette dette. Car il y aurait toujours une autre demande, un autre rappel, une autre façon de me lier à ma culpabilité. Si je ne payais pas, maman tiendrait sa menace. Elle le dirait à tout le monde au mariage, famille élargie, amis de Jean, collègues de son cabinet d'expertise comptable. Certaines de ces personnes étaient connectées à mon réseau professionnel. L'histoire se répandrait. Élise Dubois, la sœur égoïste qui avait refusé d'aider son frère après lui avoir ruiné la vie. Je perdrais mon lien avec Jean. Nous nous étions rapprochés ces dernières années. Des conversations prudentes qui évitaient le champ de mine du passé.
Il était le seul membre de ma famille que j'aimais encore sans réserve. Pire encore, je confirmerai le récit de ma mère, que j'étais égoïste, ingrate, toujours l'adolescente imprudente qui avait blessé son frère. Je me suis assise à ma table de cuisine, mon ordinateur portable ouvert, fixant les chiffres. L'appartement était silencieux, à part le bourdonnement du réfrigérateur et le bruit du trafic lointain. Il ne s'agissait pas de 50 000 euros. Il s'agissait de contrôle. Il s'agissait de me maintenir à ma place, pour toujours coupable, pour toujours payante, pour toujours moins que. La question était, qu'étais-je prête à sacrifier pour me libérer? 2 jours plus tard, j'ai appelé Jean. Il a décroché au 3e coup, légèrement essoufflé. Élise, salut, désolé. Je reviens juste de course. Quoi de neuf? Je faisais les 100 pas dans mon salon, le téléphone pressé contre mon oreille. Jean, j'ai besoin de te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Ok. Son ton a changé, prudent. Veux-tu vraiment que je paie 50 000 euros pour ton mariage? Silence. Puis, Élise, je n'ai pas demandé ça. Maman juste. Elle pense que c'est juste. Juste. J'ai arrêté de faire les 100 pas. Jean, tu te portes très bien. Tu as une carrière réussie. Tu te maries. Que as-tu vraiment perdu? J'ai perdu 2 ans de rééducation. Élise. Sa voix était calme mais ferme. J'ai perdu ma bourse d'études. J'ai perdu. Les assurances ont couvert toutes les factures médicales. Je l'ai vérifié. Et tu as obtenu une meilleure bourse pour Northeastern 1 an plus tard. Tu as obtenu ton diplôme avec mention. Ce n'est pas le problème. Alors quel est le problème? Ai-je insisté? Parce que de là où je me tiens, j'ai passé 15 ans à m'excuser pour quelque chose qui s'est passé quand j'étais enfant. J'ai aidé maman et papa financièrement plus de fois que je ne peux les compter. Et maintenant, je suis censé me ruiner pour prouver que je suis désolé. Tu ne te ruines pas. Tu es avocate. C'est ce que maman a dit. Une autre pause. Puis Jean a soupiré. Écoute, je ne veux pas me disputer à ce sujet. Maman dit que tu nous dois. Je ne connais pas tous les détails sur l'argent et les assurances. Je sais juste que ce qui s'est passé cette nuit-là a changé ma vie. Ça a aussi changé la mienne, ai-je dit doucement. Je ne veux pas de drame à mon mariage, Élise. Fais juste ce que maman demande, d'accord? Pour moi. La ligne est morte avant que je puisse répondre. Je suis resté là, téléphone à la main, réalisant que Jean n'était pas mon ennemi, mais il n'était pas non plus mon allié. Il avait cru l'histoire familiale trop longtemps pour la remettre en question maintenant. Les messages ont commencé le lendemain matin. Maman, as-tu fait le virement? Je l'ai ignoré. Dans l'après-midi, un autre est arrivé. Maman, j'en compte sur toi. Ne le déçois plus. J'étais en réunion client quand mon téléphone a vibré avec un 3e message. Maman, ton père est très déçu. Ce soir-là, j'ai finalement répondu. Maman, j'ai besoin de plus de temps pour y réfléchir. Sa réponse a été instantanée. Il n'y a rien à réfléchir. Tu nous dois. Au cours de la semaine suivante, les messages sont arrivés quotidiennement, parfois 2 fois par jour. Maman, ne nous embarrasse pas, Élise. Maman, il s'agit de la famille. Ou est-ce que ça ne compte pas pour toi, maman? 2 semaines avant le dîner de répétition. J'ai essayé de la raisonner. J'aide cette famille depuis des années. J'ai payé 15 000 euros pour la chirurgie de papa. J'ai couvert 6 mois de paiement de votre prêt immobilier quand papa était au chômage. Maman, s'était séparée. Il s'agit de Jean. De ce que tu lui as fait. Maman, ce n'est pas juste. Maman. Juste. Tu veux parler de juste après ce que tu as fait? Les messages étaient comme une torture par l'eau. Constant, implacable, m'épuisant. J'ai commencé à redouter le buzz de mon téléphone. Chaque notification était un poids supplémentaire ajouté à la culpabilité que je portais depuis mes 17 ans. Une semaine avant le mariage, le dernier message est arrivé. Maman. Tu as jusqu'au dîner de répétition pour arranger ça. Après, tout le monde saura quel genre de fille tu es, quel genre de sœur tu es. Je m'en assurerai.
J'ai fixé l'écran, les mains tremblantes. C'était ça. L'ultimatum. Payer ou être publiquement humilié devant 50 personnes. Famille, amis, collègues de Jean, certains d'entre eux connaissant mes clients, certains faisant partie de mes cercles professionnels. J'avais 7 jours pour décider qui j'allais être. Le lendemain, j'ai retrouvé ma meilleure amie Sarah dans notre café habituel à Aix-en-Provence. Sarah était assistante sociale et avait entendu toutes les histoires de dysfonctionnements familiaux imaginables. Si quelqu'un pouvait me donner une perspective, c'était bien elle. Je lui ai tout raconté. L'accident, les 15 ans de culpabilité, la demande de 50 000 €, les menaces. Sarah a écouté sans interrompre, ses mains enroulées autour de son latte. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment. Élise, c'est de la violence financière, a-t-elle dit enfin. Et du chantage émotionnel. J'ai cligné des yeux. C'est un mot fort. C'est le mot exact. Ta mère utilise la culpabilité et l'humiliation publique pour t'extorquer de l'argent. Ce n'est pas un désaccord familial. C'est de l'abus. Mais si j'ai tort? La question est sortie avant que je ne puisse l'arrêter. Si j'ai vraiment ruiné la vie de Jean? Et si tu l'avais fait? Le regard de Sarah était ferme. Où est-ce qu'ils te l'ont dit si souvent que tu y as cru? J'ai ouvert la bouche pour répondre, puis je l'ai refermée. Je ne savais pas comment répondre. Élise, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Sarah a sorti son téléphone. Je veux que tu récupères le rapport de police de cet accident. Le vrai rapport officiel, pas ce que tes parents t'ont dit, pas ce dont tu te souviens à travers le prisme du traumatisme, les faits. C'était il y a 15 ans. Les rapports de police sont des archives publiques. Tu peux en demander une copie. Elle a traversé la table et m'a serré la main. Obtiens les faits, puis décide, mais arrête de porter la culpabilité pour quelque chose que tu n'as peut-être pas fait. Je suis rentré chez moi avec les mots de Sarah résonnant dans ma tête. Les faits. Quand m'étais-je penché sur les faits réels pour la dernière fois, plutôt que sur l'histoire qu'on m'avait racontée? Ce soir-là, j'ai cherché sur Google le bureau des archives du département. Ils étaient ouverts jusqu'à 16 h en semaine. J'avais 5 jours avant le dîner de répétition. Le bureau des archives du département était dans un bâtiment de briques trapues, à 20 minutes de chez mes parents. J'ai pris une demi-journée de congé, disant à mon assistante que j'avais une affaire personnelle à régler. L'employé derrière le comptoir avait l'air ennuyé. Comment puis-je vous aider? J'ai besoin d'une copie d'un rapport de police datant d'il y a 15 ans. Octobre 2010. Accident de véhicule seul sur la route de la côte de Miller. Elle tapait lentement sur son ordinateur. Non, Élise Dubois. C'était moi le conducteur. Plus de frappes. L'horloge murale tiquait. Mon cœur martelait. Trouvé. Ce sera 15 € pour la copie. Mes mains tremblaient en lui remettant ma carte de crédit. Elle a disparu dans une pièce arrière. 5 minutes ont semblé 1 heure. Quand elle est revenue, elle m'a tendu une enveloppe en papier craft. Bonne journée. Une bonne journée. Je suis allé à ma voiture en pilote automatique, l'enveloppe me brûlant les mains. Je me suis assise sur le siège conducteur, fixant l'enveloppe. C'était ça. La vérité que j'avais eu trop peur de rechercher. Les faits dont Sarah disait que j'avais besoin. J'ai failli démarrer la voiture et m'enfuir sans l'ouvrir. Au lieu de cela, j'ai déchiré le sceau. Le rapport comportait 3 pages tapées sur un papier à en-tête officiel. J'ai sauté les informations de base, date, heure, lieu, conditions météorologiques, jusqu'à ce que je trouve la section intitulée « Cause de l'accident ». Les mots ont brouillé, puis se sont précisés. Cause de l'accident, défaillance des freins due à un défaut de fabrication dans l'assemblage de la conduite de frein. L'inspection du véhicule a révélé une perte complète de liquide de frein due à une connexion défectueuse. Le conducteur n'est pas en cause. Aucune citation n'a été délivrée. J'ai lu 1 fois, puis une 3e fois. Pas en cause. Défaut de fabrication. Aucune citation délivrée. 15 ans. 15 ans de culpabilité, d'excuses. De croire que j'avais détruit la vie de mon frère. Et ce n'était jamais ma faute. Mes mains tremblaient tellement que j'ai laissé tomber les papiers. Ils se sont éparpillés sur le siège passager.
La preuve d'une vérité que mes parents ne m'avaient jamais dite. La question était, savaient-ils? J'ai conduit directement chez mes parents. La voiture de maman n'était pas dans l'allée. Elle serait à son club de lecture. Le camion de papa était garé dans le garage. Je l'ai trouvé dans son atelier, ponçant un morceau de bois pour l'un de ses projets de meubles. Il a levé les yeux quand je suis entré, une surprise traversant son visage. « Élise, je pensais que tu étais à Lyon. » J'ai levé le rapport de police. « Saviez-vous cela ?» Il a posé le papier de verre. Son visage est devenu pâle. « Élise, saviez-vous » Ma voix s'est brisée. « Saviez-vous que ce n'était pas ma faute ?» Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. C'était compliqué. Ce n'est pas une réponse. La compagnie d'assurance. Il s'est frotté le visage. S'ils avaient su que c'était un défaut de fabrication, ils auraient enquêté sur le concessionnaire. Le cousin de ta mère nous a vendu cette voiture. Ça aurait été un procès, un désordre, des drames familiaux. Je l'ai fixé. Alors, vous m'avez laissé croire que j'avais ruiné la vie de gens pendant 15 ans. Nous pensions que c'était plus facile ainsi. Tu étais jeune. Elle allait passer à autre chose? Passer à autre chose? J'ai ri. Un son dur. Papa, j'ai passé toute ma vie d'adulte à essayer de compenser quelque chose que je n'ai pas fait. J'ai choisi ma carrière en fonction de gagner suffisamment d'argent pour aider cette famille. Je vous ai envoyé des milliers d'euros. Je me suis excusé à chaque réunion de famille et vous saviez. Ta mère avait besoin de quelqu'un à blâmer. Sa voix était à peine un murmure. Jean était blessé. Elle avait peur. Elle avait besoin que ça ait un sens. Alors, vous m'avez sacrifié pour la faire se sentir mieux. Il a finalement levé les yeux vers moi et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La honte. Je suis désolé, Élise, mais s'il te plaît, n'en parle pas maintenant. Pas au mariage de Jean. Ça détruirait ta mère. J'ai plié le rapport soigneusement et l'ai remis dans mon sac. Ce n'est pas moi qui ai détruit quoi que ce soit, papa. Ce soir-là, je me suis souvenu de Maître Dubois. Il était notre avocat de famille depuis 20 ans. S'occupait des testaments, des transferts de propriété, des petites affaires juridiques. Il me connaissait depuis que j'étais adolescente, et selon l'invitation au mariage, il serait au dîner de répétition. J'ai appelé son cabinet le lendemain matin. Élise Dubois. Sa voix était chaleureuse quand il a répondu. Je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis des lustres. Comment va le monde du droit des affaires? Ça va bien, maître. Écoute, j'ai besoin de vous parler de quelque chose. C'est personnel, lié à la famille. Son ton a changé. Bien sûr, j'ai une disponibilité cet après-midi à 15 heures. Son bureau était dans une maison de ville rénovée, bordée de livres de droit et de diplômes encadrés. Il m'a fait signe de m'asseoir dans un fauteuil en cuir en face de son bureau. Que se passe-t-il? Je lui ai raconté l'histoire, l'accident, les années de culpabilité, la demande de 50 000 € de ma mère, et enfin le rapport de police que je venais de découvrir. Je l'ai glissé sur son bureau. Maître Dubois l'a lu attentivement, son expression devenant plus sérieuse à chaque ligne. Quand il a eu fini, il l'a posé et m'a regardé. Ceci est très clair. Vous n'étiez pas en cause. Et si vos parents le savaient et vous demandaient toujours de l'argent sous de faux prétextes, c'est de la coercition financière. Que puis-je faire? Juridiquement, vous ne leur devez rien. Ni moralement, ni financièrement. Ce rapport vous disculpe complètement. Il a marqué une pause. Mais j'imagine que vous n'êtes pas ici pour des conseils juridiques. Vous êtes ici parce que vous essayez de décider quoi faire au mariage. J'ai hoché la tête. Je serai au dîner de répétition, a-t-il dit doucement. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vérifier ce document, quelqu'un avec une qualité juridique pour confirmer son authenticité, je suis là. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti que je pouvais respirer. Merci, maître. La vérité est de votre côté, Élise. Ne laissez personne vous faire sentir coupable de vous défendre. Le dîner de répétition s'est déroulé au manoir de la Rivière, un restaurant élégant surplombant la Seine. 50 invités remplissaient la salle à manger privée, les amis de Jean de l'université, la famille élargie de Mélanie,
des tantes et des oncles que je n'avais pas vus depuis des années, et une poignée de collègues de gens du cabinet d'expertise comptable où ils travaillaient. Je suis arrivé exactement à l'heure, portant une simple robe bleu marine et un petit sac en cuir. À l'intérieur de ce sac se trouvait le rapport de police soigneusement plié dans une enveloppe en papier craft. La pièce bourdonnait de conversation et de rire. Nappe blanche, bougie vacillante, tintement des verres à vin, une célébration. Jean m'a repéré en premier. Il a traversé la pièce, beau dans son costume, et m'a serré dans ses bras. « Tu es venu ? » ?»« Bien sûr que je suis venu. Je suis ta sœur. » Mélanie nous a rejoints, radieuse dans une robe couleur crème. « Élise, je suis tellement heureuse que tu sois là. Tu es magnifique. » Nous avons échangé des banalités sur la cérémonie de demain, les prévisions météorologiques, les projets de lune de miel au Costa Rica. Conversation normale, conversation sûre, comme s'il n'y avait pas de bombe qui faisait tic-tac dans mon sac. Maman a traversé la pièce comme une reine saluant ses sujets. Elle portait de la soie bordeaux et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Quand elle m'a vu, le sourire s'est figé. « Élise, tu es là. Je ne manquerai pas le mariage de Jean. Nous verrons bien. » Elle m'a dépassé pour saluer d'autres invités. Papa se tenait près du bar, savourant un scotch. Il a croisé mon regard et a détourné les yeux rapidement. J'ai trouvé ma place assignée, table 6, près du fond. Pas avec la famille, une déclaration en soi. Maître Dubois était assis à la table 4. Il m'a adressé un petit signe de tête de reconnaissance. J'ai posé mon sac sur la chaise à côté de moi, sentant le poids de ce qui allait arriver autour de moi. Les gens riaient et trinquetaient. Aucun d'eux ne savait que dans l'heure qui allait suivre, tout allait changer. Le dîner a été servi. Saumon, légumes rôtis, conversation fluide. J'ai à peine goûté la nourriture. Mon attention était fixée sur maman, qui circulait dans les tables, jouant la parfaite hôtesse. Après le dessert, elle s'est dirigée vers le devant de la pièce et a saisi le microphone. Les conversations se sont tues. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être ici pour célébrer Jean et Mélanie. Sa voix était fluide, entraînée. Nous sommes tellement reconnaissants de vous avoir tous ici alors que nous nous réunissons en famille. Elle a entamé un discours sur Jean, son enfance, sa détermination, son succès malgré les obstacles. La salle écoutait, captivée. Beaucoup d'entre vous savent que Jean a rencontré des défis importants à l'adolescence. Un accident de voiture alors qu'il n'avait que 12 ans lui a laissé de graves blessures. Il a perdu son opportunité de bourse. Il a passé 2 ans en kinésithérapie. Mon estomac s'est effondré. Elle le faisait maintenant. Mais Jean n'a jamais abandonné. Il a travaillé dur. Il a persévéré. Et regardez-le maintenant. Un homme prospère, heureux, sur le point d'épouser cette femme merveilleuse. Applaudissements. Jean avait l'air mal à l'aise mais a souri. Le regard de maman s'est posé sur moi. Et ce soir, je tiens à reconnaître quelqu'un qui a fait partie de ce parcours. Ma fille, Élise. 50 paires d'yeux se sont tournés vers moi. J'ai senti mon visage rougir. Élise a bien réussi pour elle-même, une avocate à Lyon. Très prospère, elle a marqué une pause. Et nous avons discuté de la manière dont elle pourrait vouloir contribuer au mariage de Jean pour montrer son soutien à son frère. La pièce était maintenant silencieuse, des regards confus entre les invités. Élise, toi et moi avons parlé d'une contribution financière pour aider aux dépenses du mariage. As-tu fait ce virement? Mes mains ont serré le bord de la table. C'était ça, l'exécution publique. Tout le monde me regardait, attendant ma réponse. Je me suis levé lentement, ma chaise raclant le sol. Le son a résonné dans la pièce silencieuse. Maman, je pense que cette conversation devrait être privée. Non, Élise. Son sourire était immobile. Tout le monde ici est de la famille. Il mérite de savoir. Ma voix est restée calme, professionnelle, la voix que j'utilisais dans les salles de conseil. J'aide cette famille depuis des années. J'ai payé la chirurgie de papa quand l'assurance ne le couvrait pas. J'ai aidé avec les paiements du prêt immobilier. J'ai été là pour Jean. C'était ton obligation, a-t-elle dit avec assurance. Ceci est différent. Il s'agit de réparer les choses. Je ne vous dois pas 50 000 €.
des halètements ont parcouru la pièce. Des murmures ont commencé immédiatement. J'ai vu la mère de Mélanie se pencher vers son mari, murmurant. Le visage de Jean était devenu rouge. L'expression de maman s'est durcie. Après ce que tu as fait à Jean, tu ne penses pas que tu lui dois. Ce que j'ai fait? J'ai pris une profonde inspiration. Maman, parlons de ce qui s'est réellement passé. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Sa voix a légèrement augmenté. Tu étais imprudente. Tu roulais trop vite. Tu as blessé ton frère. Il a tout perdu à cause de ton imprudence. Ce n'est pas toute la vérité. La pièce était électrique maintenant. Les gens avaient arrêté de faire semblant de ne pas écouter. C'était mieux que n'importe quelle émission de télé-réalité. Un vrai drame familial se déroulant en temps réel. Que suggères-tu? Les jointures de maman étaient blanches autour du microphone. Que tu n'es pas responsable. Que les blessures de Jean n'étaient pas de ta faute. Je suggère qu'il y a plus dans l'histoire que ce que vous dites aux gens depuis 15 ans. Jean s'est levé. Élise, s'il te plaît. Mais maman l'a coupé. Si tu n'es pas prête à soutenir ton frère, Élise, alors peut-être que tu ne devrais pas être ici. Peut-être que tu ne fais pas partie de cette famille. Me demandez-vous de partir? Je dis que la famille signifie le sacrifice, et si tu ne peux pas le faire, alors tu n'es pas de la famille. La pièce a retenu son souffle. Je pouvais sentir le poids de 50 personnes qui regardaient, jugeaient, essayant de déterminer qui avait tort et qui avait raison. Maman s'est tournée pour s'adresser aux invités, sa voix portant ce ton particulier qu'elle utilisait quand elle voulait de la sympathie. Je m'excuse pour cette perturbation. Ma fille a toujours été difficile quand il s'agit d'assumer ses responsabilités. Maman, ce n'est pas juste. Juste? Elle s'est retournée vers moi. Tu veux parler de juste? Ton frère a passé 2 ans à réapprendre à marcher correctement. 2 ans de son enfance perdue. Et tu as passé 15 ans à bâtir une carrière, à vivre dans un bel appartement, à voyager. Tu as eu tout ce qu'il a perdu. Ce n'est pas vrai, ai-je dit doucement. Jean a une excellente carrière. Il est heureux. Il est prospère. Parce qu'il a travaillé 2 fois plus dur pour surmonter ce que tu lui as fait. Sa voix s'est brisée d'émotion. Réel ou joué, je ne pouvais plus le dire. Et maintenant, alors qu'il a enfin son moment, tu ne peux même pas faire cette seule chose pour lui. Jean s'est levé à nouveau, sa voix tendue. Maman, s'il te plaît, ne faisons pas ça maintenant. Non, Jean, tu as été trop gentil avec elle, trop. Elle s'est tournée vers la foule. Ma fille a refusé d'aider son frère après tout ce qu'il a traversé à cause d'elle. Elle a l'argent. Elle ne se soucie tout simplement pas assez pour faire ce qui est juste. J'ai vu alors, le changement dans les visages de certaines personnes. La déception, le jugement. Ma tante Marguerite a secoué tristement la tête. Un des garçons d'honneur de Jean a chuchoté quelque chose à sa petite amie. Maman tenait le microphone comme une arme. Alors, Élise, qu'est-ce que ce sera? Es-tu de la famille ou pas? C'était le moment, le point de non-retour. J'ai tendu la main vers mon sac. Je sais que c'est beaucoup à encaisser. Cela était pour moi aussi. Si vous ressentez le même choc et la même colère que moi à ce moment-là, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Je veux connaître vos réflexions. Avez-vous déjà découvert un secret de famille qui a tout changé? Laissez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et restez avec moi, car ce qui s'est passé ensuite lors de ce dîner de répétition était quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé quand j'ai plongé la main dans mon sac. J'ai ouvert mon sac et sorti l'enveloppe en papier craft. Mes mains étaient maintenant stables. Drôle comme la clarté se fait sentir une fois que l'on arrête de fuir la vérité. Je suis de la famille, maman, mais je ne me laisserai plus manipuler. J'ai sorti le rapport de police et les tenues pour que la pièce puisse voir l'entête officielle. Ceci est le rapport de police de l'accident il y a 15 ans. Le rapport officiel que je n'ai vu pour la première fois que la semaine dernière. Le visage de maman est devenu pâle. Élise, ce n'est pas le moment. C'est exactement le moment. J'ai ouvert le rapport et j'ai lu à voix haute. Ma voix était claire et professionnelle. Cause de l'accident.
Défaillance des freins due à un défaut de fabrication dans l'assemblage de la conduite de frein. Le conducteur n'est pas en cause. Aucune citation délivrée. Silence total. Pas un bruit de couvert. Pas un fauteuil ne bougeait. Je n'étais pas imprudente. J'ai continué. Je n'étais pas téméraire. Je ne roulais pas trop vite. La voiture avait une conduite de frein défectueuse. Les freins ont complètement cédé. J'avais 17 ans et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour éviter cet accident. J'ai regardé autour de moi, croisant des regards. Je n'ai jamais été en cause. La police le savait. La compagnie d'assurance le savait. Et j'ai passé 15 ans à croire que j'avais détruit la vie de mon frère alors que ce n'était jamais ma faute. Le visage de Jean était figé de choc. Mélanie avait sa main sur sa bouche. Maman a essayé de se ressaisir. Élise, tu sors ça de son contexte. Il n'y a pas de contexte qui change ces faits. J'ai tenu le rapport à nouveau. Ceci est un document officiel de la police. C'est un enregistrement public. N'importe qui dans cette pièce peut demander une copie et vérifier chaque mot. Je me suis tourné pour lui faire face complètement. Tu savais, n'est-ce pas, maman? Tu savais que ce n'était pas ma faute, et tu m'as laissé porter cette culpabilité quand même. Maître Dubois s'est levé de sa table. Puis-je voir ce document? Je me suis approché et lui ai tendu le rapport. La pièce a regardé tandis qu'il l'examinait, ses yeux d'avocat parcourant chaque ligne. Il a hoché lentement la tête. Ceci est un rapport de police officiel de la police d'État de la région de Normandie. Sa voix portait l'autorité de 30 ans de pratique du droit. C'est clair et sans ambiguïté. L'accident a été causé par un défaut mécanique du système de freinage du véhicule. L'agent enquêteur a déterminé que le conducteur, Élise, n'était pas en cause. Aucune citation n'a été délivrée. Il a regardé mes parents. Éléonore, Richard, vous étiez tous les deux au courant? Papa a fixé son assiette. La bouche de maman s'est ouverte, puis s'est fermée. C'est une affaire familiale, maître Dubois. Maman a finalement dit, sa voix tendue. Ça ne vous regarde pas. En fait, Éléonore, ça me regarde. Le ton de maître Dubois était ferme, mais pas désagréable. Je suis votre avocat de famille. Et si vous avez exigé de l'argent d'Élise sur la base d'informations fausses, des informations dont vous saviez qu'elles étaient fausses, ce n'est pas un désaccord familial. C'est de la coercition. Plus de murmures. J'ai vu plusieurs personnes sortir leur téléphone, probablement en cherchant sur Google si ce que maître Dubois disait était vrai. Mon oncle Thomas, le frère de papa, s'est levé. Éléonore, est-ce vrai? Saviez-vous qu'Élise n'était pas en cause? C'était compliqué, a dit maman. Mais sa voix avait perdu sa certitude. L'assurance, le concessionnaire était de la famille. Nous ne voulions pas. Alors, vous avez laissé votre fille croire qu'elle était responsable? La voix de Thomas était incrédule. Pendant 15 ans. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux pour la famille, a dit papa doucement, parlant enfin. Nous essayons de protéger. Protéger qui? Ai-je demandé. Parce que ce n'était pas moi. La pièce a éclaté en conversation. Certaines personnes étaient en colère, certaines confuses, certaines regardaient mes parents avec une déception que je n'avais jamais vue auparavant. Jean était assis figé, fixant la table devant lui. Jean s'est levé brusquement, sa chaise reculant. Son visage était rouge, ses mains tremblantes. Élise, sa voix s'est brisée. Est-ce vrai? J'ai hoché la tête, les larmes menaçant pour la première fois. Je viens de le découvrir la semaine dernière. Je n'ai jamais su, Jean. J'ai cru que c'était ma faute. J'y ai cru pendant 15 ans. Il s'est tourné vers maman et j'ai vu quelque chose se briser dans son expression. Maman, tu savais? Jean, mon chéri, c'était compliqué. L'assurance. Savais-tu? Chaque mot était délibéré, dur. Le silence de maman était une réponse suffisante. Oh mon Dieu! La main de Jean est allée à son front. Tu l'as laissé penser. Tout ce temps, tu as laissé Élise penser qu'elle m'avait ruiné la vie. Tu étais blessé, a dit maman, sa voix désespérée maintenant. Tu avais besoin.
J'avais besoin de la vérité, la voix de Jean a augmenté, quelque chose que j'avais rarement entendu. J'avais besoin de ma sœur, et tu nous as tout pris à tous les deux. Il a traversé la pièce vers moi, et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Élise, je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Je te jure devant Dieu, je ne savais pas. Je sais que tu ne savais pas. Ma voix était à peine un murmure. Toutes ces années, toutes ces fois où maman l'a mentionné t'ont fait te sentir coupable. Il a secoué la tête. Je n'ai jamais demandé ça. Je n'ai jamais voulu ça. Mélanie est apparue à ses côtés, sa main sur son bras. Elle m'a regardé avec une sorte d'horreur. Élise, je n'avais aucune idée. Personne ne m'a dit tout ça. Ça va, ai-je dit, bien que rien ne semble aller. Ce n'est pas bien. Jean a regardé notre mère. Je n'ai jamais voulu son argent, maman. Je n'ai jamais rien demandé de tout ça. C'est toi qui as fait ça. Tu as créé tout ça. Maman s'est tenue rigide, son visage un masque, mais j'ai pu voir les fissures se former autour de nous. Les murmures se sont amplifiés. Pouvez-vous imaginer porter cette culpabilité pendant 15 ans pour découvrir que ce n'était jamais à vous de la porter? Si cette histoire vous touche, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Cela m'aide vraiment à partager plus d'histoires comme celle-ci et dites-moi, auriez-vous affronté votre famille publiquement ou géré ça en privé? Je suis vraiment curieuse de votre point de vue. Laissez vos réflexions dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Je me suis retourné vers ma mère. La pièce bourdonnait encore, mais j'avais besoin de dire cela pour moi. Maman, je t'aime, mais je ne te laisserai plus me contrôler par la culpabilité. Ses yeux ont flashé. Élise, tu es dramatique. Non, je suis honnête. Ma voix était calme, stable. J'ai passé 15 ans à essayer de gagner ton pardon pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je t'ai envoyé de l'argent. Je me suis excusé à chaque fête. J'ai fait mes choix de carrière en fonction de ma capacité à soutenir cette famille. Ça s'arrête ce soir. Tu vas jeter ta famille pour ça? Sa voix oscillait entre la colère et le désespoir. Je ne jette rien. Je pose des limites. J'ai regardé autour de la pièce, puis de nouveau vers elle. Tu connaissais la vérité, maman. Papa connaissait la vérité. Et tu as choisi de me laisser souffrir parce que c'était plus facile que de gérer la vraie situation. Nous protégions la famille, a dit papa doucement. Le cousin de ta mère, le concessionnaire. Vous protégiez votre réputation, ai-je corrigé. À mes dépens. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne te paierai pas 50 000 euros. Je ne te paierai rien parce que je ne te dois rien. Je ne t'ai jamais dû. Je me suis tourné vers Jean. Mais je serai là pour toi. Je serai là pour ma famille, selon mes conditions, avec des limites. Jean a hoché la tête, les larmes coulant sur son visage. Je veux que tu sois à mon mariage, Élise, en tant que ma sœur, pas en tant que quelqu'un qui me doit. Juste ma sœur. Alors je serai là. J'ai souri à Jean, le premier sourire sincère que j'avais ressenti depuis des semaines. Félicitations, Jean. Je suis heureuse pour toi. Mélanie s'est avancée et m'a serré dans ses bras. Merci d'être honnête, et merci d'être là pour Jean. J'ai regardé ma mère une dernière fois. Je ne pars pas de cette famille, mais je pars de la culpabilité que tu as utilisée pour me contrôler. Maman est restée figée, le microphone toujours à la main. Son visage était passé de pâle à rouge, sa composure soigneusement construite s'effritant. Tu fais de l'esclandre, a-t-elle dit, mais sa voix manquait de conviction. C'est toi qui as fait l'esclandre, Éléonore. C'est mon oncle Thomas, a-t-il dit à nouveau, son expression dure. Tu as ramené ça publiquement. Tu as essayé de faire honte à Élise devant nous tous. Et maintenant, nous connaissons la vérité. D'autres personnes ont commencé à se lever. Ma tante Marguerite est venue à ma table, posant sa main sur mon épaule. Chérie, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais su. Une des tantes de Mélanie s'est approchée de maman. Éléonore, je pense que tu dois des excuses à ta fille. Ça ne vous regarde pas, a répliqué maman. Ça nous regarde quand vous l'avez amenée ici, a répondu la femme froidement. Papa s'est finalement levé, posant son verre de scotch.
Éléonore, il a raison. Nous avons eu tort. Nous aurions dû dire la vérité à Élise. Ne te retourne pas contre moi maintenant. Je ne me retourne pas contre toi. Sa voix était lasse. Mais nous avons eu tort. Et Élise mérite mieux que ce que nous lui avons donné. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu ma mère sans voix. Elle a regardé autour de la pièce, les visages désapprobateurs, les murmures, le jugement qu'elle avait essayé de me diriger maintenant reflété sur elle. Sans un mot de plus, elle a posé le microphone et est sortie de la salle à manger. La porte s'est fermée derrière elle. Papa m'a regardé, ses yeux rougis. Je suis désolé, Élise. J'aurais dû te défendre il y a longtemps. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. La pièce est lentement redevenue vivante. Les conversations ont repris, plus calmes maintenant, mais l'énergie avait changé. La vérité était sortie, et il était impossible de la remettre en place. Au cours de l'heure suivante, les gens m'ont approché par vagues. Certains je connaissais à peine. Certains que je n'avais pas vus depuis que j'étais adolescente. Ma tante Sarah, sœur de maman, m'a serré dans ses bras. Je n'ai jamais connu toute l'histoire. Je suis tellement désolé que tu aies traversé ça seule. Ça va, ai-je dit, bien que rien ne soit bien. Ce n'est pas bien. Elle s'est écartée, ses yeux féroces. Ta mère n'avait pas le droit de te faire ça. Pas du tout. Un des garçons d'honneur de Jean, un type nommé Marcus que j'avais rencontré une fois auparavant, a secoué la tête. Ça demande du courage. Se tenir comme ça. Je respecte ça. La mère de Mélanie, une femme élégante dans la soixantaine, m'a pris les mains. Je veux que tu saches que tu es la bienvenue dans notre famille. Ce que ta mère a fait était mal. Tu ne méritais pas ça. Les mots continuaient d'arriver. Un soutien que je n'avais jamais attendu. Une validation que je n'avais jamais reçue. Maître Dubois m'a trouvé près du bar. Vous avez géré cela avec une grâce remarquable, Élise. Je suis fier de vous. Je ne l'ai presque pas fait, ai-je admis. J'ai presque juste payé et gardé le silence. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez choisi la vérité. Ce n'est jamais le choix facile, mais c'est toujours le bon. Papa s'est approché avec hésitation. Élise, pouvons-nous parler demain? Peut-être. Peut-être, ai-je dit. J'ai besoin de temps, papa. Il a hoché la tête, comprenant. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Jean m'a trouvé alors que les gens commençaient à partir. Il m'a serré dans une autre étreinte. Plus longue, plus serrée. Je t'aime, Élise, et je suis désolé pour tout. Je t'aime aussi. Je me suis accroché à mon petit frère, la personne que j'avais cru avoir blessée pendant 15 ans, et j'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Pour la première fois depuis 15 ans, j'ai senti que je pouvais respirer. Pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'étais enfin libre. Le mariage a eu lieu le lendemain comme prévu. J'ai failli ne pas y aller. Je me suis assise dans ma chambre d'hôtel ce matin-là, fixant ma robe de demoiselle d'honneur. Je ne faisais pas partie du cortège, mais j'avais acheté quelque chose de joli et je me demandais si ma présence ne rendrait pas les choses pires. Jean a appelé à 9 heures. S'il te plaît, viens. S'il te plaît, j'ai besoin que tu sois là. Alors, j'y suis allé. Bien que la cérémonie s'est déroulée dans une petite chapelle entourée de jardins. Les mêmes invités de la veille remplissaient les bancs, mais l'énergie était différente, plus calme, plus sincère d'une certaine manière. Maman était là, assise au premier rang avec papa. Elle portait une robe lavande et une expression soigneusement neutre. Quand je suis entré, elle a détourné le regard. Papa a croisé mon regard et a hoché la tête. Pas tout à fait des excuses, mais une reconnaissance. Je me suis assise près du fond, à côté de ma tante Sarah. Quand Jean et Mélanie ont échangé leurs vœux, j'ai pleuré, pas de tristesse, mais de soulagement. Mon frère était heureux. Il était entier, et je ne l'avais pas détruit. À la réception, Jean s'est assuré de passer du temps avec moi. Il m'a présenté à ses amis, non pas comme ma sœur qui avait eu un accident, mais simplement comme ma sœur Élise. Elle est avocate à Lyon. Sans qualification, sans culpabilité, juste de la famille. Mélanie a dansé avec moi pendant la partie danse libre. Merci d'être venu et merci pour hier.
Je sais que c'était dur. Ça devait arriver, ai-je dit. Jean me dit qu'il veut reconstruire votre relation. La vraiment reconstruire. Plus de culpabilité. Plus marcher sur des œufs. Je voudrais ça. Maman est restée à distance toute la journée. Quelquefois, j'ai croisé son regard, son expression illisible, mais elle n'a pas approché et je ne l'ai pas cherché. Certains pourront mettre plus de temps à être reconstruits que d'autres. Certains ne seront peut-être jamais reconstruits. Et j'apprenais à l'accepter. Dans les semaines qui ont suivi le mariage, j'ai entendu des choses par le bouche à oreille familial. Ma tante Sarah m'a appelé. Oncle Thomas m'a envoyé un texto. Même certains des proches de Mélanie m'ont contacté. Maman a du mal. Plusieurs membres de la famille se sont éloignés d'elle. Ma tante Sarah a arrêté de l'appeler pour leurs cafés hebdomadaires. Oncle Thomas a dit à papa qu'il était déçu de la façon dont maman avait géré les choses. Certains cousins posaient des questions sur ce qui s'était réellement passé il y a 15 ans. L'image soigneusement curatée de maman en mère parfaite, la matriarche de la famille, s'était fissurée. Les gens la voyaient différemment maintenant. Ta mère passe un moment difficile, m'a dit papa lors d'une de nos conversations téléphoniques prudentes. Nous reconstruisions lentement, timidement notre relation. Elle ne gère pas bien les conséquences. Je n'ai pas fait ça pour la blesser, ai-je dit. Je sais, mais elle a perdu quelque chose qu'elle estimait, le contrôle du récit familial. Une partie de moi était triste pour elle. Malgré tout, elle était toujours ma mère. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas sacrifier ma paix pour protéger son image. A-t-elle dit quelque chose? Ai-je demandé à propos d'excuses? Papa a été silencieux un moment. Non, elle est. Elle n'en est pas encore là. Peut-être qu'elle ne le sera jamais. Je ne peux plus l'attendre, papa. Je ne peux pas continuer à mettre ma vie en pause en espérant qu'elle change. Je comprends, et je ne te blâme pas. La vérité était que la réputation de maman dans la famille avait pris un coup, mais elle n'avait pas été ostracisée. Les gens l'invitaient encore aux événements, l'incluaient encore dans les réunions de famille. Ils la traitaient simplement avec plus de prudence maintenant, plus de distance. Elle devrait vivre avec les conséquences de ses choix, tout comme j'avais vécu avec les conséquences des siens pendant 15 ans. La différence était que mes conséquences étaient basées sur un mensonge. Les siennes étaient basées sur la vérité. J'avais craint que le drame familial n'affecte ma vie professionnelle. Certains des collègues de Jean étaient au dîner. Quelques-uns de mes clients avaient des liens avec le cercle social de mes parents. Mais c'est le contraire qui s'est produit. 2 semaines après le mariage, l'un de mes clients, un PDG dont j'avais aidé l'entreprise lors d'une fusion, m'a appelé dans son bureau. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé au mariage de ton frère, a-t-il dit. Mon estomac s'est effondré. Je m'excuse si cela donne une mauvaise image d'eux. Il a levé la main. Tu t'es défendu. Tu as présenté des faits. Tu as géré une situation difficile avec professionnalisme et dignité. Il s'est penché en arrière dans son fauteuil. Cela demande du courage. Le genre de courage que je veux dans mon équipe juridique. J'ai cligné des yeux. Merci. Je te recommande comme conseillère principale pour l'acquisition Peterson. C'est un gros dossier, très médiatisé, et je te fais confiance pour le gérer. Un collègue m'a interpellé lors d'un événement de réseautage. J'ai entendu ce que tu as traversé avec ta famille. Je suis désolé que cela soit arrivé, mais je suis contente que tu t'aies défendu. Trop de gens laissent les dynamiques familiales compromettre leur intégrité. Même mon associé principal a commenté, Foster, quoi qu'il se passe dans ta vie personnelle, tu gères bien. Ton travail n'a pas faibli. C'est impressionnant. J'ai réalisé quelque chose d'important. Me défendre n'avait pas nui à ma réputation. Au contraire, cela l'avait renforcée. Les gens respectaient les limites. Ils respectaient quelqu'un qui pouvait naviguer dans des situations difficiles avec grâce et fait. La vérité m'avait protégé d'une manière que je n'avais pas anticipée. Ma vie professionnelle n'était pas seulement intacte. Elle était plus forte. J'avais prouvé que je pouvais gérer la pression, défendre mes principes et garder mon sang-froid même quand tout s'effondrait. C'était exactement les qualités dont mes clients avaient besoin chez un avocat. 3 mois après le mariage, je me suis assise dans mon appartement un dimanche matin calme, une tasse de café à la main, regardant la skyline de Lyon. J'avais passé tant d'années à fuir cette nuit-là, il y a 15 ans.
Fuir la culpabilité, la honte, la croyance que j'avais détruit quelque chose de précieux et que je ne pourrais jamais réparer. Mais la culpabilité n'avait jamais été la mienne à porter. J'avais bâti toute mon identité d'adulte sur le fait d'être la personne qui devait tout à tout le monde, qui devait prouver sa valeur, qui ne pouvait jamais en faire assez pour compenser ses erreurs. Sauf qu'il n'y avait pas eu d'erreur. Il y a eu une défaillance mécanique et une famille qui a choisi de me faire croire que j'en étais responsable. La révélation n'avait pas tout réglé magiquement. J'avais encore des moments de doute. Je me surprenais encore à m'excuser inutilement. Je ressentais encore cette vieille attraction familière vers la culpabilité quand mon téléphone sonnait avec le nom de ma mère. Mais j'apprenais. J'apprenais que poser des limites n'était pas égoïste. C'était le respect de soi. J'apprenais que l'amour ne devait pas vous obliger à accepter la maltraitance. J'apprenais que la famille ne signifiait pas renoncer à sa vérité pour maintenir le confort de quelqu'un d'autre. J'ai pensé à toutes ces années passées à essayer de gagner un amour que je méritais déjà. Tout l'argent que j'avais dépensé pour acheter le pardon pour quelque chose que je n'avais pas fait. Toutes les excuses que j'avais faites pour exister. Je ne referai pas cette erreur. La relation avec maman pourrait ne jamais guérir. Elle ne s'était pas excusée, n'avait pas reconnu ce qu'elle avait fait. Peut-être qu'elle ne le ferait jamais. Mais je n'avais plus besoin de ses excuses. Je n'avais plus besoin de son approbation. J'avais la vérité. J'avais mon intégrité. J'avais des relations avec des membres de ma famille qui m'aimaient vraiment sans condition. Et j'avais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis que j'avais 17 ans. La paix. Jean et moi parlions chaque semaine maintenant. De vraies conversations, pas les échanges prudents et chargés de culpabilité que nous avions eus pendant des années. Nous nous rencontrions pour dîner une fois par mois quand je descendais en Normandie. J'ai beaucoup réfléchi à l'accident, m'a-t-il dit un soir autour d'un burger. Je ne me souviens pas beaucoup de cette nuit. J'avais 12 ans. J'étais blessé. J'avais peur. Mais je me souviens de toi me tenant la main dans l'ambulance. Tu disais sans cesse, ça va. Ça va. Même si tu saignais et que tu pleurais. Il m'a regardé. Tu essayais de me protéger. Même alors, je suis ta grande sœur. C'est mon travail. Maman donnait l'impression que tu étais imprudente, téméraire. Mais ce n'est pas qui tu es. Ce n'est pas qui tu as jamais été. Nous construisions quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne reposait pas sur la culpabilité ou l'obligation, mais sur l'affection sincère. Papa et moi travaillions aussi sur notre relation. Lentement, il avait commencé une thérapie, ce qui m'a surprise. J'ai besoin de comprendre pourquoi je suis resté silencieux si longtemps, a-t-il expliqué. Pourquoi j'ai laissé ta mère contrôler le récit? J'apprécie ça, papa. Je ne peux pas annuler le passé, mais je veux être meilleur pour toi, pour Jean, pour moi. Maman est restée distante. Nous avions échangé exactement 3 messages textes depuis le mariage. Poli, bref, soigneusement neutre. J'avais arrêté d'attendre qu'elle change. Arrêté d'espérer l'excuse que je savais ne pas venir. Au lieu de cela, j'avais posé des limites claires. J'assisterai aux événements familiaux. Je serai civil, mais je partirai immédiatement si elle essayait de me manipuler ou de me faire culpabiliser. Pas d'arguments, pas d'explications, juste des limites. Et la chose remarquable, c'est que ça a marché. Elle avait testé une fois, faisant un commentaire sur la loyauté familiale à Thanksgiving. Je m'étais levé, j'avais dit au revoir à tout le monde, et je suis parti. Elle n'avait pas essayé à nouveau. Alors, voici ce que je veux que vous sachiez. Si vous portez une culpabilité pour quelque chose que vous n'avez pas fait, ce n'est pas votre fardeau à porter. Vous ne devez à personne votre paix. Pas à vos parents, pas à vos frères et sœurs, à personne. J'ai passé 15 ans à croire que j'étais brisé. À croire que je devais une dette impayable, à croire que je devais gagner l'amour par des excuses constantes et des sacrifices financiers. Et tout cela était basé sur un mensonge. Pas un mensonge que j'avais raconté, mais un mensonge qui avait été raconté à mon sujet. Poser des limites ne vous rend pas égoïste. Cela vous rend fort. Cela vous rend sain. Cela vous rend entier. Si vous êtes dans une situation où quelqu'un utilise la culpabilité pour vous contrôler, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Obtenez les faits. Regardez les preuves.
N'acceptez pas simplement l'histoire qu'on vous a racontée. Surtout si cette histoire fait de vous le méchant. La vérité vous libérera. Ce ne sera pas toujours confortable. Cela pourrait vous coûter des relations avec des personnes qui préfèrent le mensonge, mais cela vous donnera quelque chose de plus précieux que l'approbation, l'intégrité. Je suis toujours en train de guérir. Je le serai probablement encore longtemps. Les cicatrices de 15 ans de fausse culpabilité ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais je suis libre. Je suis enfin vraiment libre. J'ai une relation avec mon frère basée sur l'amour, pas sur l'obligation. J'ai une carrière dont je suis fier. J'ai des limites qui protègent ma paix. Et j'ai la vérité. Cela vaut plus que 50 000 euros. Cela vaut plus que l'approbation de ma mère. Cela vaut tout. Vous méritez le respect, même de la part des personnes qui sont censées vous aimer le plus, surtout de leur part. Ne laissez personne vous convaincre du contraire.